Je me tenais sur le perron à 23h47, un mardi, ma clé refusant de tourner dans la serrure qui avait fonctionné parfaitement ce matin-là. À travers la grande fenêtre, je pouvais voir maman disposer des coussins sur le canapé, le même canapé où j'avais fait mes devoirs chaque soir pendant 6 ans. Mon sac de sport était posé à côté de moi, contenant tout ce que j'avais attrapé dans ma chambre d'étudiante après l'appel frénétique de ma banque, fonds insuffisants pour le paiement des frais de scolarité. Solde du compte, 4,30 €. 11 000 € avaient disparu. J'ai frappé. Le visage de maman est apparu à la fenêtre, et quelque chose l'a traversé. Pas de la surprise, de la reconnaissance. Elle s'y attendait. La porte s'est ouverte de 15 centimètres. Nous devons parler demain, Chloé. Ton père dort. Mon fonds pour les études est vide, ai-je dit. Ma voix était plate et professionnelle, le même ton que j'utilisais pour la société de gestion immobilière pour laquelle je travaillais depuis ma 2e année de lycée. C'était le compte qui était censé être intouchable jusqu'à la remise des diplômes. Ta sœur a fait une erreur. Les doigts de maman se sont serrés sur le bord de la porte. Tu survivras sans l'argent des études. Tu as toujours été si indépendante. Derrière elle, la silhouette de papa est apparue en haut des escaliers. Il ne dormait pas, il ne dormait jamais quand cela importait. Alors, je suis sans abri maintenant? J'ai désigné mon sac. La résidence m'a expulsé. Pas de frais de scolarité, pas de logement. Papa est descendu lentement, chaque pas étant délibéré. Tu n'as pas à être dramatique à propos d'une famille qui est de la famille. Manon avait besoin de cet argent pour une cure de désintoxication et une vraie cure, pas le centre public. Tu as 20 ans. Tu peux contracter des prêts comme tout le monde. J'avais une bourse d'excellence, ai-je dit. Les mots avaient un goût de rouille. Les 11 000 € étaient pour les frais de vie quotidienne. La bourse que j'ai passé 4 ans à gagner, celle dont vous avez parlé à tout le monde à la paroisse, avait des conditions que vous ne pouviez de toute façon pas maintenir. Maman a interrompu, Manon a dit que tu réussissais à peine tes cours. J'avais été félicité par le conseil chaque semestre. Les phares ont balayé l'allée alors que la voiture du commissaire Morel s'arrêtait derrière ma voiture, la même voiture que je m'étais achetée à 16 ans avec l'argent gagné en gérant les propriétés locatives de Monsieur Girard. Morel était là depuis toujours. Il avait enseigné la prévention routière dans mon école primaire, avait entraîné l'équipe de handball de Manon avant qu'elle n'abandonne, et fréquentait la même église où papa servait comme diacre. Il s'est approché lentement, les pouces accrochés à son ceinturon. Ce n'était pas la posture décontractée d'un simple contrôle, c'était une évaluation. Bonsoir Bernard, Martine. Il a fait un signe de tête à mes parents puis s'est tourné vers moi. Chloé, le central a reçu un appel concernant un trouble domestique. Quelqu'un est enfermé dehors. Un désaccord familial, a dit papa avec assurance. Notre fille se montre déraisonnable à propos d'argent. C'est vrai? Le regard de Morel s'est déplacé vers mon sac de sport, puis vers la clé toujours dans ma main. Chloé, c'est ta clé? Elle fonctionnait ce matin, elle ne fonctionne plus maintenant? La mâchoire de Morel s'est crispée. C'était à peine perceptible, mais j'avais appris à lire les gens en 4 ans de gestion de conflits immobiliers. Bernard, Martine, je vais avoir besoin que vous sortiez un instant. C'est notre propriété, a commencé papa. En fait, je vais devoir vérifier cela. Morel a sorti son téléphone, ses doigts bougeant sur l'écran. Chloé, quel est ton nom légal complet? Chloé Marie Lefebvre. Plus de saisie. Une longue pause. Les sourcils de Morel se sont levés. Bernard, selon les registres du département, cette propriété au 2847 de la rue des Glycines est détenue par la fiducie familiale Lefebvre, établie en 2008. Propriétaire principal et bénéficiaire, dès l'âge de 18 ans. Il a levé les yeux. Chloé Marie Lefebvre. Les administrateurs successeurs répertoriés sont Bernard et Martine Lefebvre. Leur autorité a pris fin à la majorité de la bénéficiaire principale. L'air nocturne est devenu glacial. Le visage de maman est devenu livide. C'était juste pour des raisons fiscales. Maître Pelletier a mis cela en place à la mort de grand-mère. Maître Richard Pelletier, votre avocat? Le ton de Morel a changé. Il était professionnel maintenant, prudent. Le même Richard Pelletier qui fait actuellement l'objet d'une enquête pour abus de faiblesse envers les personnes âgées?
Celui qui a mis en place des structures similaires pour 6 autres familles, puis a convaincu les véritables propriétaires qu'ils n'avaient aucun droit légal? J'ai senti mes genoux se bloquer. La maison de grand-mère. Le testament de grand-mère. La lecture à laquelle je n'avais pas été autorisé à assister parce que j'étais trop jeune pour comprendre la gestion de patrimoine. J'avais 12 ans, assise dans le couloir à l'extérieur du cabinet pendant que maman et papa signaient des papiers. Elle voulait que tu aies une sécurité, avait dit maman après coup. Quand tu seras plus grande. J'étais plus grande. Je vais avoir besoin que tout le monde vienne au commissariat, a dit Morel. Nous pourrons régler cela correctement. Les néons du poste bourdonnaient comme des insectes prisonniers. J'étais assise dans une salle d'entretien, pas une cellule, a souligné Morel, juste un endroit calme pendant qu'il passait des appels. À travers la vitre, je pouvais voir maman pleurer dans le couloir. Papa se tenait rigide, le téléphone collé à l'oreille, appelant probablement Richard, qui ne répondrait pas parce qu'il était trop occupé à être inculpé. Morel est revenu avec du café et une femme qui s'est présentée comme Patricia Clément, une conseillère d'aide aux victimes. Elle avait des yeux doux et une tablette remplie de vérités très dures. Le testament de votre grand-mère était clair, a déclaré Patricia en faisant défiler des documents. La maison, évaluée à 310 000 € en 2008 et maintenant estimée à 565 000 €, a été placée en fiducie pour vous. Vos parents ont été nommés administrateurs successeurs avec des instructions spécifiques, entretenir la propriété, payer les taxes et les assurances à partir du compte de la succession, et transférer la pleine propriété lors de votre 18e anniversaire. J'ai eu 18 ans il y a 2 ans. Je vois cela. Elle a pris une note. Les documents mentionnent également un legs en espèces de 46 000 € pour les frais d'éducation. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Les 11 000 € semblaient soudain dérisoires. On m'a dit qu'il y avait un fonds de 11 000 € pour les frais, puisque j'avais une bourse. L'expression de Patricia s'est durcie. Le legs initial était de 46 000 €. Selon ces registres, vos parents ont effectué des retraits depuis 2018. Premier séjour de Manon en centre, 7 300 €. Voiture de Manon après son arrestation pour conduite en état d'ivresse, 6 000 €. Diverses dépenses familiales. Le compte contient actuellement 3 900 €. 4 ans de mensonges, détaillés. Ils ont changé les serrures ce soir, ai-je dit doucement. Après que ma banque a appelé pour le paiement des frais de scolarité. Le paiement qui a vidé votre compte personnel, et non le compte de la fiducie qu'il contrôle toujours. Patricia écrivait rapidement. Chloé, je dois vous poser des questions difficiles sur votre situation de vie au cours des 2 dernières années. Le registre fantôme a émergé lentement et douloureusement au cours de 3 heures de questions. Coût financier. Fiducie d'éducation de 46 000 €, 42 000 € retirés pour Manon entre 2018 et 2020. 11 000 € du fonds personnel volé par Manon en mars 2020. Taxe foncière sur la maison dont j'étais légalement propriétaire, 39 500 € payés par ma fiducie. Assurance, entretien et services publics, 61 500 € provenant de ma fiducie durant la même période. Dépenses familiales facturées à ma fiducie, 21 500 €. Frais juridiques et factures de Manon. Loyer que j'avais payé pour vivre dans ma propre maison, 370 € par mois pendant 4 ans, soit un total de 17 600 €. Opportunité perdue. Acceptation à HEC Paris en 2018, refusée parce que nous n'avons pas les moyens. Stage à Bruxelles en 2019, refusé parce que la famille a besoin de toi à la maison pour l'été. Programme d'études à l'étranger en 2022, qualifié de coûteux et inutile. Tout cela alors que ma fiducie détenait des centaines de milliers d'euros. Registre émotionnel. Fête de fin d'études, annulée parce que Manon avait une crise. Réussite académique, c'est bien pour toi, ma chérie. Peux-tu payer la facture de téléphone de Manon? 20e anniversaire, passé seul dans mon logement étudiant parce que Manon a besoin de nous en ce moment. Chaque étape était mesurée à l'aune des désastres de ma sœur. Chaque réussite était noyée dans son naufrage. Patricia a nommé les faits, abus financiers, manquement aux obligations fiduciaires, détournement et cruauté normalisée déguisée en loyauté familiale. On m'avait appris que l'amour signifiait le sacrifice, que le fait d'être la personne stable signifiait financer celle qui ne l'était pas. Vos parents se sont livrés à un détournement systématique, a déclaré Patricia à 3h47 du matin. Ce n'est plus une affaire civile.
Le commissaire Morel contacte la procureure. La machine s'est activée à l'aube. À 6h15, la procureure Renée Morin est arrivée avec des mandats. La fiducie de 46 000 € tombait sous le coup de la fraude aggravée. Votre cas n'est pas isolé, a expliqué Morin. Pelletier a créé ces structures pour cette famille, toujours avec un enfant prodige et un bouc émissaire. Il disait aux parents qu'il protégeait le patrimoine, puis les poussait à vider les comptes pour le frère ou la sœur à problème. Vous étiez la troisième victime à témoigner. À 7h30, l'agent Charles Mercier du fisc a rejoint le groupe. Il s'est avéré que mes parents réclamaient des déductions sur une maison qu'ils ne possédaient pas. Les pénalités à elles seules dépassaient 73 500 €. Ils vous ont déclaré à leur charge jusqu'en 2019, a déclaré Mercier, tout en vous facturant un loyer et en utilisant votre argent pour leurs taxes. C'est une fraude sur 3 niveaux. À 9h, maman et papa ont été interrogés. À travers la vitre, j'ai observé la performance de maman et les mains tremblantes, le scénario du nous essayons juste d'aider Manon. Morin ne se laissait pas impressionner. Madame Lefebvre, vous avez changé les serrures d'une maison que vous ne possédez pas après avoir pris 11 000 € sur le compte de votre fille. Ce n'est pas aider Manon. C'est punir Chloé. Elle a toujours été si capable, a chuchoté maman. Manon a besoin d'eux. Manon a 26 ans, a interrompu Morin. Chloé avait 12 ans quand sa grand-mère est morte. Vous avez passé 8 ans à lui apprendre que ses besoins ne comptaient pas. À 11h45, Richard Pelletier a été arrêté. Il empochait 10% de chaque fiducie. La part de ma famille ? 13 400 € en frais de conseil pour les avoir aidés à me voler. À 14h30, Manon a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Au 18e appel, Morel a décroché. Mademoiselle Lefebvre, c'est le commissaire Morel. Votre sœur n'est pas disponible. Si vous avez des informations sur l'argent retiré du compte le 8 mars, contactez le bureau de la procureure. La ligne a coupé. À 16h, l'effondrement a commencé. J'ai regardé papa passer par toutes les étapes, le déni, la colère, le marchandage et enfin le désespoir. La réponse de Morin fut chirurgicale. Monsieur Lefebvre, vous ne négociez pas avec votre fille. Vous faites face à des accusations de fraude, détournement d'actifs et évasion fiscale. Votre fille est la victime et le témoin principal. À 18h15, Morin m'a pris à part. Ils vont proposer un accord, restitution et liberté surveillée s'ils témoignent contre Pelletier. Je dois savoir ce que vous voulez. Ce que je voulais, c'était récupérer ces 8 années. Je voulais une famille qui m'aime pour qui je suis. Je veux la maison, ai-je dit. Un titre de propriété net. Je veux chaque euro qu'ils ont pris, avec les intérêts. Je veux qu'ils admettent leurs actes devant le tribunal, et je veux qu'ils ne me contactent plus jamais, sauf par avocat. Morin a souri d'un air sombre. Je peux faire en sorte que cela arrive. L'accord a pris 3 semaines. Papa et maman ont évité la prison en témoignant contre Pelletier et en me rendant le contrôle total. Le calendrier de restitution était lourd, 176 000 € au total, à payer à raison de 2 300 € par mois pendant 7 ans. Manon a été inculpée pour usurpation d'identité, elle avait utilisé mon numéro pour voler l'argent. Elle a eu 2 ans de mise à l'épreuve et une cure obligatoire dans un centre public. La maison est officiellement devenue la mienne le 15 avril. J'ai changé chaque serrure et transformé le bureau de papa en bibliothèque. Les compétences apprises avec Monsieur Girard ont servi. J'ai loué 2 chambres à des étudiants pour 1 100 € chacune, couvrant tout pendant que je finissais mes études en finance et droit immobilier. La bourse ? L'université a un fonds pour les victimes de fraude. Ils ont tout rétabli. En juin, papa a demandé à ses amis de l'église d'écrire au juge pour vanter sa moralité. J'ai envoyé une lettre au juge avec les preuves financières et ce paragraphe, mon père disait que j'étudiais quelque chose d'inutile. Je suis double diplômé. Il disait que je gâchais mon temps dans un petit boulot. J'ai géré 43 millions d'euros en acquisition pour ma société. Il m'a enfermé dehors parce qu'il me pensait faible. Je l'ai laissé croire cela car les gens se révèlent quand ils pensent que vous n'avez aucun pouvoir. Le juge a condamné papa à des excuses formelles publiques. Il a pleuré. Maman restait silencieuse. Manon a écrit 4 mois plus tard. Elle travaille dans un centre d'appel et va aux réunions.
Elle essaie de comprendre pourquoi elle pensait que mon argent était le sien. Je n'ai pas répondu. Je la laisse face à l'incertitude, comme j'ai vécu 8 ans d'abus. 6 mois plus tard, la maison est calme. La propriété a pris 67 000 € de valeur. Je vais obtenir mon diplôme avec mention et j'ai déjà des offres d'emploi dans des cabinets spécialisés dans les litiges fiduciaires. Morin me donne des nouvelles du procès de Pelletier, cette famille, 2,1 millions d'euros détournés. Mon témoignage était la pièce maîtresse. Manon et moi nous voyons une fois par mois. Elle paie son café. Nous parlons de reconstruction. C'est fragile, sans argent, et sans contact avec nos parents. Maman envoie des cartes. Papa a 16 000 € de retard sur les paiements parce qu'il a acheté un camion. Je transmets tout à mon avocat. La maison est à moi. Chaque taxe payée, chaque loyer reçu est une preuve. Mes parents voyaient une fille effacée. Ils n'ont jamais demandé ce que je faisais vraiment. Ils n'ont jamais compris comment je restais calme. Je documentais tout depuis mes 16 ans. Pas par vengeance, mais parce que l'immobilier m'a appris que les preuves comptent plus que l'émotion. Le jour où Morel a demandé à qui était la maison, je savais. J'avais vérifié les registres à mes 18 ans. J'ai attendu qu'ils se montrent tels qu'ils sont. Le système a fait le reste. Certains appellent cela de la vengeance. Morin appelle cela de la justice.